Ok, on se retrouve aujourd'hui pour analyser le 13F Feeling qui vient d'être publié hier. Alors le 13F Feeling, c'est tout simplement dès que vous êtes un fonds de gestion, donc dès que vous faites des investissements, achats, ventes en bourse et que vous avez plus de 100 millions en AUM, Asset Under Management, donc plus de 100 millions finalement de capital, eh bien vous êtes obligé chaque trimestre de publier publiquement vos achats et vos ventes. Donc c'est super intéressant puisque comme ça, chaque trimestre, on va voir voilà, les achats et les ventes de Warren Buffett, de Monish Pabrai, de Bill Ackman, voilà, on pourra aller sur Thierry Smith, etc. On va les voir justement ensemble. Il y a pas mal d'informations assez intéressantes, notamment du Warren Buffett qui a acheté deux entreprises qui sont pas small cap, mais qui sont très petites, donc assez bizarres, qui a totalement vendu Ulta Beauty, enfin quasiment en 97. On a également Medpace. Medpace, j'en ai pas mal entendu parler ces derniers temps. Eh bien, il y a un investisseur que vous allez adorer, et je pense que certains le connaissent déjà. C'est un Canadien et c'est pas Thierry Smith, c'est un mec vraiment quality, voilà, qui est rentré sur Medpace. D'ailleurs, parenthèse, hein, mais Medpace, je suis allé un petit peu creuser un petit peu le dossier, etc. Donc je vous ai fait, voilà, je vous ai fait des petites notes. On va voir ensemble finalement de quoi il est question, puisque le dernier quarter qui a été publié, il est vraiment pas terrible. Voilà, c'est vraiment pas top. Donc on va aller voir ça ensemble. Mais voilà, avant, je me mets directement sur Warren Buffett. Alors Warren Buffett, il a acheté Domino's Pizza et Pool Corporation et il a vendu totalement Ulta Beauty. Alors justement, j'étais sur... alors, faut que je me remette là-dessus. Ok, c'est bon, je voulais retrouver. Écoutez ce que nous dit le CEO donc, de Ulta Beauty là, sur le dernier conférence call. Je vais tout simplement me mettre ici. Hop, allez, je vais vous faire un petit copier-coller. Voilà. Bon, concrètement, voilà. Ce qui est unique dans l'environnement actuel, c'est l'ampleur et le rythme du changement. Plus de 80% de nos magasins ont été touchés par une ou plusieurs ouvertures de concurrents au cours des dernières années. Et plus de la moitié d'entre eux ont été touchés par plusieurs ouvertures de concurrents. Je pense que Warren Buffett, il n'a pas dû kiffer la blague. Ça ne l'a pas fait rire. Alors, effectivement, Warren Buffett, c'est quand même la personne qui est connue pour investir dans des entreprises qui ont un moat, un avantage concurrentiel. Donc là, quand le CEO il vous dit qu'il y a 80% des points de vente qui sont touchés finalement parce qu'il y a des concurrents qui ouvrent finalement une boutique de cosmétiques à côté, ce qui impacte leur propre point de vente, c'est vrai que c'est pas top. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on parle quand même d'une entreprise qu'il a achetée au Q2 2024. Ici, vous voyez, qu'il a revendu au Q3. Donc, je trouve ça un petit peu bizarre. Voilà, il a fait un aller-retour. Il a fait un aller-retour là-dessus. Alors, pourquoi je ne sais pas. Après, encore une fois, il faut toujours remettre dans le contexte. On parle de 0,10% de son portefeuille. Excusez-moi, voilà, c'est ici 0,10%. C'est quand même très, très faible. Donc, je vais directement me mettre sur Domino's Pizza. Donc là, il a mis 0,21% de son portefeuille. Sachant également, j'étais allé voir, bon, je vais vous présenter un petit peu rapidement l'entreprise, mais c'est vrai que chez Domino's, vous voyez, en fait, ce qui est pas trop mal, c'est qu'on n'a pas des insiders, enfin, pour Warren Buffett, je parle. Hein, normalement, nous, en tant qu'actionnaires, on cherche vraiment qu'il y ait beaucoup d'insiders, donc beaucoup de personnes qui sont soit au board ou soit des salariés de Domino's Pizza qui possèdent une part de l'entreprise. Comme ça, ils sont vraiment skin in the game, ils ont tout intérêt finalement délivrer le maximum, enfin le meilleur, voilà, une qualité de travail vraiment super, puisque encore une fois ils ont leur argent en jeu, d'accord. Mais dans le cadre de Warren Buffett, on pourrait très bien se dire en fait qu'il commence à acheter Domino's Pizza maintenant, et en fait il va renforcer jusqu'en fait à prendre quasiment le contrôle de l'entreprise pour l'incorporer dans le marché Hathaway. C'est une possibilité. Et sinon, de manière plus générale, ce qui rend vraiment unique Domino's Pizza, c'est son business model qui est vraiment sur des franchises. Ça lui permet d'avoir des marges super élevées et surtout d'avoir beaucoup moins de capex, beaucoup moins de réinvestissement. Ils n'ont pas en fait toute la gestion des magasins à entretenir tout simplement. C'est un petit peu comme les rates qui sont en triple net, c'est un peu pareil. Alors le problème sur du court terme, c'est que là on est sur une période assez difficile avec par exemple ce qu'on appelle le same store sale. Donc ça c'est concrètement, ok, si par exemple vous avez des magasins donc l'année dernière, vous regardez le chiffre d'affaires qu'ils ont fait et vous comparez ce chiffre d'affaires de l'année dernière par rapport au chiffre d'affaires de cette année. Là ça a augmenté de seulement 3%. Donc voilà, on va dire que les ventes dans les magasins ont augmenté de seulement 3%, ce qui n'est pas énorme compte tenu de l'inflation qu'on a eue. En fait, ça couvre à peine l'inflation, donc c'est pour ça que c'est assez négatif. Et sinon, au niveau de l'ouverture de magasins, c'est très très faible, puisqu'on parle quand même d'une entreprise qui a ici... Vous pouvez le voir, on a quand même 21 000 magasins, donc pizzeria, excusez-moi, donc c'est quand même énorme. Et en fait, d'ailleurs, ils ont réduit leur target là à seulement 800 ouvertures de plus. Ils ont un objectif à long terme de 40 000 magasins. Et justement, vous voyez, on pourrait faire un truc super simple. Si on se dit, ok, là en ce moment, Domino's Pizza, par exemple, eh bien, on a là du 500 millions de bénéfices nets, ok, et on a une marge de 12%. Bon, on pourrait très bien se dire que si jamais, donc avec là,
a un nombre de magasins de 21 000. Si on arrive à avoir 40 000 magasins, c'est-à-dire que ce bénéfice net, il double. Il va passer de 500 millions à 1 milliard. Et maintenant, si jamais les marges, elles doublent, si jamais justement, comme vous pouvez le voir, Domino's Pizza, c'est une entreprise. Plus le temps passe, par exemple de 2010 à 2020, là, de 2024, on a les marges qui ont plus que doublé. Bon, si les marges, vraiment, on est au maximum, on s'optimise au maximum, un peu dans la lignée de ce qu'a fait encore une fois McDonald's, hein, je vous l'avais déjà effectivement montré. Voilà, on est passé de marge de 17% à quasiment 35%. Bon, voilà, Domino's, on pourrait aller sur les 20%. Donc dans ce cas-là, on aurait du x2 sur le nombre de magasins, donc le bénéfice net, et on aurait du x2 sur les marges. Donc on redoublerait encore une fois ce bénéfice net, puisque chaque magasin serait deux fois plus rentable avec les marges deux fois plus élevées. Donc on arriverait finalement sur du 1 milliard x 2 du 2 milliards. Donc du 2 milliards de bénéfices nets. Et là, si on le compare tout simplement, voyez, au prix actuel, qui est de 14 milliards, si je fais 2 divisé par voilà, 14,8, ça fait 13% de rendement dans X années. Je ne sais pas quand est-ce que Domino's Pizza atteindra ses 40 000 stores et doublera ses marges. Je ne sais pas, c'est point d'interrogation, mais c'est là-dessus qu'il faut vous focaliser. Justement, voilà, si c'est dans 10 ans, dans 15 ans, ça vous fait à peu près ces rendements. Alors, c'est pour ça que moi, je trouve ça très cher au prix actuel. Mais par contre, si jamais, regardez, vous attendez, par exemple, enfin, si jamais on a une baisse, là typiquement sur les 300 ici $, on a vu du Domino's Pizza qui se négociait à 8 milliards. Bon, là, ça n'a rien à voir, puisque si vous avez ce scénario pour le futur, ça fait 2 divisé par 8, ça fait 25. Donc là, techniquement, vous immobilisez du cash sur les 300 $, enfin quand Domino's Pizza est sur les 300 $, avec votre scénario de fin, voilà, 40 000 restaurants, des marges qui doublent, ça vous donne à peu près 25% de retour sur votre investissement quand on aura finalement ces objectifs atteints. Et là, c'est intéressant et c'est certainement à peu près la thèse de Warren Buffett. Évidemment, on n'en sait rien, mais voilà, c'est l'une, je pense, des thèses de départ. Alors, ça me fait penser à Bill Ackman. En fait, j'avais un mauvais aperçu sur Domino's Pizza parce que Bill Ackman, en fait, il en avait acheté ici, il était tout de suite ressorti et en fait, il avait dit que oui, en fait, selon lui, il avait acheté à 28 fois les bénéfices. En fait, il avait revendu toutes ses actions en disant que voilà, c'était selon lui 28 fois les bénéfices, c'était trop important sur Domino's Pizza. Je suis un peu de son avis et justement là, on est sur 28 fois les bénéfices. Mais vous voyez, si jamais on a du Domino's Pizza encore une fois qui tombe sur les 8 milliards, si je fais 8 milliards divisé par le bénéfice net de 500 millions, ça fait 16 fois les bénéfices. Là, c'est vraiment très bien. Alors j'avais quand même fait de mon côté une analyse sur Domino's Pizza. C'est vrai qu'en ce moment je passe de plus en plus de temps à essayer de chercher des bons business pour essayer d'allouer de l'argent et voilà, bon, ça je vous l'ai déjà dit, mais en fait vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que ils sont sur 4 axes stratégiques. J'avais repris mot pour mot ce qu'ils avaient dit finalement là dans la présentation des investisseurs ici là en 2023. En fait, ils mettent vraiment l'accent sur premièrement donc offrir un excellent rapport qualité-prix avec des promotions. Également leur programme de fidélité qui, mine de rien, leur offre un beau mot combiné finalement à ce qu'ils appellent l'opérationnel, l'excellence opérationnelle, avec constamment réduire les délais de livraison. Et ils arrivent à faire les deux, donc franchement c'est top, avec en plus de l'innovation. Et c'est vraiment là-dessus, en fait, c'est sur plus évidemment de la croissance. Voilà, comme je vous dis, ils ont un objectif de 40 000 magasins. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ils arrivent vraiment à bien gérer ces 4 points en même temps. Ils ont quand même, par exemple, réussi à réduire les délais de livraison, comme vous pouvez le voir, de 10% en seulement 2 ans. C'est quand même très bien. Pareil pour le nombre de franchises. Voilà, là ils veulent quand même en ouvrir 1000 de plus à la fin de l'année, mais encore une fois, voilà, ils ont un objectif de 20 000 de plus. Donc c'est vrai qu'il faudrait plutôt qu'ils passent, il faudrait au moins qu'ils passent à 1500, 2000 par an, bon, ce qui est énorme. Et là, dans ce cas-là, on pourrait effectivement avoir du 40 000 magasins d'ici 10 ans. Et là, ça serait vraiment excellent. Mais sinon, si on part sur une base comme on l'a dit à peu près de 15 ans, là, ça ferait finalement 20 000 divisé par 15, il faudrait ouvrir comme ça 1300 magasins par an. Et en fait, vous voyez que c'est quand même assez faisable. Voilà, c'est vraiment faisable, je pense que vous le comprenez. Donc effectivement, d'ici 15 ans, on pourrait se retrouver sur Domino's Pizza avec la thèse qu'on vient de voir, c'est-à-dire 40 000 magasins avec des marges qui doublent. Bon, ça, c'est à voir. Et avec en plus de ça, évidemment, il y a de l'inflation, les amis. Donc chaque fois qu'il y a de l'inflation, ici, comme vous pouvez le voir, le same store sale, il augmente de l'inflation plus le pricing power de votre entreprise.
l'entreprise. Donc en fait, c'est l'inflation plus un petit quelque chose qui donc s'appelle le pricing power, encore une fois, qui est au-delà de l'inflation. Donc c'est vrai que là-dessus, en fait, c'est vraiment des business qui sont très simples, excusez-moi, et surtout très bien. Et là-dessus, encore là, je comprends Warren Buffett, pourquoi il s'est exposé là-dessus. Encore une fois, Bill Ackman l'avait déjà acheté auparavant. C'est vrai que c'est un peu cher, mais s'il a vraiment une stratégie d'incorporer Domino's Pizza dans Berkshire Hathaway, bah, dans ce cas-là, effectivement, voilà, il commence à prendre une petite position et puis régulièrement, en fait, il construira sa position. Mais alors, pour ce qui est de la valorisation, Domino's Pizza est tout de même au prix actuel quand même assez cher, et surtout Domino's Pizza au prix actuel, si vous faites un reverse DCF, eh bien, ça prend en compte une croissance future de 17%. Le problème, c'est qu'une croissance future de 17%, quand vous faites les calculs, ça vous fait bien plus qu'un bénéfice net de 2 milliards. Regardez, si jamais je prends actuellement, là on a un bénéfice net actuellement de 500 millions, d'accord. Si je mets un taux de croissance, par exemple, justement, juste de 10% par an, sur les 15 prochaines années, ça va vous donner 2 milliards, d'accord. Là, ça vous donne, voilà, 2 milliards. Donc effectivement, ça, le scénario que je viens de mettre là actuellement, c'est le bénéfice net actuellement de 500 millions, d'accord. Eh bien, il est un taux de croissance annuel composé de 10% par an, et dans 15 ans, ça vous donne 2 milliards. Donc dans 15 ans, finalement, Domino's Pizza aura, voilà, ces marges qui vont avoir doublé, et aura surtout les 40 000 restaurants, enfin pizzerias, excusez-moi, qui seront ouverts. Si par contre vous mettez un taux de croissance de 17%, là en fait, et c'est ce sur quoi le prix actuel, enfin voilà, c'est ce qu'il vous faudrait pour finalement que le prix actuel soit intéressant, et bien là, ça vous met un bénéfice net de 5,2 milliards. Et le problème, c'est qu'un bénéfice net de 5,2 milliards, donc ça veut dire qu'un bénéfice net qui fait du x10 par rapport au niveau actuel, il faudrait ou bien que le nombre de restaurants fois du x10, ou alors que le nombre de restaurants fasse du x5 et que les marges fassent du x2. Mais dans tous les cas, du x5, ça vous ferait bien 21 000 restaurants x5. Il faudrait qu'il y ait 105 000 restaurants Domino's Pizza. Ça me paraît très très peu probable, encore une fois, d'accord. Donc c'est pour ça que le prix actuel, je trouve le prix actuel assez cher. Mais par contre, si jamais voilà, vous attendez, je sais pas, les 350 par exemple, mais là, il vous faut un taux de croissance de seulement 14%. 14%, s'il y a également, parce que évidemment, Domino's Pizza ne va pas s'arrêter à 40 000 restaurants. Ça, c'est leur target. Une fois qu'ils seront à 40 000 restaurants, eh bien, ils peuvent d'une part, finalement, vraiment optimiser les marges en augmentant finalement le prix du panier moyen, etc., etc. Et donc, voilà, on peut quand même gratter là-dessus pas mal de choses. Mais alors ça, c'est avec un taux d'actualisation de 11%, d'accord. Si je mets le taux d'actualisation, par exemple, de seulement 8%, c'est-à-dire que si vous dites, ok, Domino's Pizza, c'est quand même un business qui n'a pas non plus énormément de risques, hein. Ils sont vraiment les leaders là-dessus, ils ont énormément de process en interne qui fait qu'ils sont quand même très solides. Et bien là, voilà, tout de suite, finalement, les 350, ça vous fait une croissance future anticipée de seulement 10%. Et si je me remets sur les 430, voilà, ça vous fait un taux de croissance future de 13%. Dans ce cas-là, en fait, vous voyez que c'est pour ça, moi, je suis pas tellement fan comme ça des valorisations, puisque en fait, vous pouvez jouer avec les chiffres, et finalement, si vous êtes vraiment convaincu par le business, vous allez toujours tripoter les chiffres pour vous rassurer et pour vous de donner l'impression que le prix actuel il est correct. Donc la conclusion pour ce genre de valorisation, c'est que c'est ce que je vous dis à chaque fois. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment, ok, vous apprenez à connaître le business. Eh bien, vous dites, ok, est-ce que Domino's Pizza, encore une fois, il peut ouvrir les 20 000 restaurants restants? Et est-ce qu'il peut doubler les marges? Je pense que oui. Et quand? Je pense que dans 15 ans, ça peut vraiment le faire. Donc, à partir de ce moment-là, vous dites juste, ok, dans 15 ans, Domino's Pizza, ça va être une boîte qui va cracher du 2 milliards par an à peu près. Et donc, dans ce cas-là, si vous l'achetez à 14,86 milliards, je l'ai mis ici, ça vous fait 2 divisé par 14,8, ça vous fait dans 15 ans du 13% comme ça chaque année qui tombe sur votre prix d'acquisition que vous avez fait en ce moment. Donc, est-ce que selon vous c'est intéressant? Oui, non, c'est à vous de répondre en fonction, encore une fois, des différentes opportunités qui peuvent s'offrir à droite, à gauche. Si jamais par contre vous attendez que le, alors je vais plutôt le mettre comme ça en termes de pourcentage, vous voyez, pour l'atteindre sur les, oui, voilà, une baisse de 20%, finalement une baisse de 20%, ça fait du Domino's en termes de market cap sur les 10 milliards, oui, c'est ça, sur les 10 milliards. Donc dans ce cas-là, ça vous ferait non pas du 13%, mais du 20% dans 15 ans, une fois qu'on aura délivré ces nouveaux restaurants, etc. Bon, allez, je ferme la parenthèse sur Domino's Pizza. Ce que je ferai,
c'est que je vais aller suivre le prochain quarter et si jamais voilà Domino's Pizza même baisse, voilà rebaisse, je vais directement faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur la chaîne. Ou alors sinon voilà on pourrait mettre du Apple, effectivement il a de nouveau réduit sa position, rien de surprenant là-dessus, je l'ai déjà traité plein de fois. Je vais me mettre directement sur Bill Ackman. Alors Bill Ackman qui a vraiment renforcé du Nike, il est à 9% de son portefeuille sur Nike, ce qui est vraiment pas mal et c'est vrai que ça lui ressemble vraiment puisque bah, voilà Bill Ackman c'est vraiment un activiste, hein. Les gros coups qu'il a fait, c'est en rentrant sur des entreprises, en mettant suffisamment d'argent pour être au board, en virant le management actuel et en mettant un PDG, enfin un CEO que lui recrute, enfin que lui a recruté ou que lui a démarché chez une autre entreprise. Et ensuite, voilà, il capitalise vraiment là-dessus. Et là, justement, bah, Nike, ce quarter, on a eu le nouveau CEO. Voilà, il y a effectivement Elliott Hill hein, qui est revenu le mois dernier. Alors, c'est vraiment une personne qui avait passé 30 ans chez Nike, donc c'est vraiment énorme et qui était parti en 2020. Alors moi, personnellement, je ne suis pas un très grand fan des entreprises comme Nike, mais bon, force est de constater que le prix actuel est vraiment pas cher voilà, pour ce genre de boîte. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même de plus en plus une concurrence qui est quand même assez qui s'intensifie. Plus les années passent, plus il y a soit des marques d'influenceurs, soit des marques voilà, comme Gymshark, soit des marques de yoga, bah, type Lululemon, etc. Et donc il y a vraiment une concurrence qui est super élevée là-dessus. Alors Nike, là, ils conservent toujours leur position de monopole hein, vraiment, c'est la marque la plus appréciée, etc. Notamment en Chine. Là-bas, ils ont énormément de parts de marché et ils sont toujours en croissance. Enfin, comment dire, ils se font pas bouffer leur part de marché à une vitesse vraiment énorme. Mais voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est un peu délicat. Alors, malgré tout, on a quand même une entreprise qui a un retour sur l'equity qui est vraiment énorme ou plutôt un retour sur, on pourrait mettre un retour sur le capital employé. Enfin, vous voyez, ils ont à peu près du 15 milliards d'equity pour un bénéfice net de 5 milliards. Donc c'est vraiment énorme quand on est sur plus de 30%. C'est magnifique. Ils ont des marges qui sont, je crois qu'ils sont à 11 ou 12%. Ils sont à 11%. Donc voilà, là-dessus c'est pas trop mal. Alors c'est vrai qu'ils ont des marges qui sont super stables. Par contre, vous voyez, je pense pas qu'ils puissent doubler les marges comme ça. Ça va leur demander trop de. Enfin, je pense que c'est pas possible. Et sinon, au niveau du bénéfice net, bah après, voilà, je pense qu'il faudrait partir sur une croissance à peu près de 10% par an. Et encore, je suis gentil hein, parce que 10% par an, c'est la croissance qu'ils ont eu les 10 dernières années. Donc rien que pour ça, voilà, c'est un business. Plus le temps passe, bah, plus ils sont gros. Après, l'avantage, c'est qu'ils ont vraiment un fond de roulement dans le sens, les chaussures, voilà, ça s'use. Donc tous les 2 ans, il faut justement changer les chaussures. Et c'est là où c'est pour ça que c'est important de toujours avoir une bonne image de marque, puisque au moment de changer la chaussure, est-ce que les personnes vont racheter une Nike, une paire de Nike, ou alors vont plutôt aller voilà, sur des nouvelles marques. Donc ça, c'est la question. Et justement, moi avant, j'avais des Air Force One. Je trouve ça super pratique. Et là, en fait, j'en ai pas racheté. J'ai acheté ça, vous voyez, par exemple. Et donc voilà, c'est pas du tout Nike. Et c'est vrai que là-dessus, en fait, selon moi, il y a aucun avantage concurrentiel en fait chez Nike. Et même là, je suis en train de me, j'étais en train de penser par exemple pour tout vraiment les vêtements sport. Donc vraiment voilà le sport. Bah, pareil, encore une fois, vous allez chez Gymshark, c'est la même chose quoi. Ils n'ont pas de trucs uniques, etc. Et j'irais même plus loin. Ils n'ont pas tellement de produits entre guillemets chers voilà, pour leurs chaussures. Ça va être soit des collaborations avec Off-White par exemple, ou alors ça va être les Jordan. Mais là, les Jordan, d'après ce que je vois, c'est complètement passé de mode. Et ça s'est bien ressorti d'ailleurs dans leur chiffre d'affaires. Et là, ils ont annoncé d'ailleurs réduire leur participation, enfin réduire leur exposition sur Jordan, etc. dans le dernier conference call. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que de ce côté-là, voilà, Nike, c'est quand même, ouais, en fait, la plupart des personnes rachètent tout simplement Nike sans se poser de questions, voilà, automatiquement. Mais il n'y a pas encore une fois d'avantage concurrentiel. Là où justement sur Domino's Pizza, je suis beaucoup plus confiant puisque c'est vraiment des pizzas. Donc tout l'enjeu, c'est juste d'être meilleur sur la livraison, d'être également de faire des bonnes pizzas et d'avoir des bons process pour pouvoir juste envoyer un papier à un mec qui va ouvrir une franchise à 10 000 km à Hong Kong et ne pas avoir de problème là-dessus, vraiment de pouvoir encore une fois déléguer tous les process pour qu'un franchisé puisse ouvrir une pizzeria comme ça à l'autre bout du monde sans problème. Et donc là-dessus, vous avez vraiment, vous avez vraiment en fait un avantage. Après, bon voilà, je suis pas négatif sur l'entreprise. C'est vrai que si je prends le prix actuel, donc c'est du 114 milliards, d'accord, divisé par, je prends le chiffre d'affaires, enfin le bénéfice net, excusez-moi, de 5,7 divisé par 114, ça fait un rendement de 0,5. Donc là, vous avez 5% de rendement actuel, si jamais évidemment Nike redistribue 100% de ce bénéfice net aux actionnaires. Ce n'est pas le cas, mais voilà, vous avez donc un PE. Voilà, donc ça vous fait un PE là, comme vous pouvez le voir, de 20-21, ce qui est vraiment de manière historique, c'est excellent, hein, c'est excellent sur Nike. Et c'est vrai que bon, on a eu sur les 10 dernières années, on a une croissance de 9% par an. Si sur les 10 prochaines années, on part du principe, allez, assez entre guillemets conservateur, on a une croissance de 7% par exemple, 72 divisé par 7.
ça vous fait 10, ça c'est en nombre d'années, ça veut dire que ça mettra 10 ans pour que le bénéfice net de Nike double. Donc autrement dit, ça fera 10 ans pour que vous, votre rentabilité sur votre coût d'acquisition, elle double. Donc autrement dit, dans 10 ans sur Nike, vous aurez 10% de rendement sur votre prix d'acquisition. Alors après, voilà, si par exemple il y a un payout ratio, je sais pas, sur Nike, il y a un payout ratio de combien là, de 42%, bah, vous aurez comme ça un rendement bah, tout simplement de 4,2% en dividendes chaque année sur Nike. Ça c'est sans réinvestir les dividendes, etc. etc. Alors, et ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que Nike, on a des marges de 11% et on n'a pas de dette. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment une catastrophe pour que Nike commence à perdre de l'argent. Et une fois que Nike commence à perdre de l'argent, eh bien en fait, on a 10 milliards de cash au bilan. Donc, on est quand même extrêmement bien. Enfin, on a une dette nette de zéro. Parce qu'on a 10 milliards de dettes, mais on a 10 milliards de cash. Donc voilà, là-dessus, encore une fois, on est très très bien, sachant que, bah, comme vous pouvez le voir, hein, avec un bénéfice net, j'arrondis à 6 milliards, en moins de 2 ans, on a remboursé toute la dette. Donc c'est vraiment une entreprise qui est très solide d'un point de vue financier. Mais bon, personnellement, je n'irai pas m'exposer sur Nike, mais là, je trouve ça vraiment super intéressant actuellement de voir ces deux super investisseurs. Warren Buffett d'un côté, c'est vraiment leur private joke, hein, dans chaque conférence de Berkshire Hathaway. Vous avez Charlie Munger à chaque fois qui vous parle de Costco, enfin, qui vous parlait malheureusement, et Warren Buffett qui lui, enfin, Costco entreprise exceptionnelle, et Warren Buffett, voilà, à chaque fois, on lui pose toujours la question, et à chaque fois, c'est l'une des entreprises sur laquelle il n'investirait jamais. Et bah là, vous avez de l'autre côté Bill Ackman, donc également un très grand investisseur évidemment, qui lui a acheté Nike. Mais c'est vrai que les deux ont quand même un style d'investissement qui est quand même assez différent avec Bill Ackman qui est quand même beaucoup plus axé sur pas le court terme, mais voilà, encore une fois, plus bah là, turnaround, voilà, clairement turnaround. Alors que Warren Buffett, lui, voilà, dès le départ, il se positionne sur des boîtes avec des excellents process, toutes ces choses-là avec vraiment un moat, et il se positionne sur Domino's Pizza un petit peu cher, mais voilà, il faut voir ce qui se passe par la suite. Après, peut-être que il y a peut-être des éléments que je loupe sur Domino's Pizza, peut-être qu'elle est encore meilleure de ce que j'ai pu voir. J'ai pas encore fait une énorme analyse dessus, mais parce que là, vous pouvez très bien vous dire, je pense que finalement Domino's Pizza par rapport à Nike c'est la même chose. C'est-à-dire que le coût concret pour un utilisateur comme ou pour une personne comme vous et moi de switcher de Nike à une autre marque ou alors de Domino's Pizza à une autre marque de pizza, il est de zéro. Vous n'avez pas de contrepartie. Vous prenez la moins chère, vous prenez la meilleure, enfin etc etc. Mais en fait là où encore une fois l'énorme mot chez Domino's Pizza c'est voilà c'est ces process en interne dont je viens de parler. C'est vraiment cette capacité à toujours s'améliorer, c'est cette capacité à toujours pouvoir déléguer et à toujours pouvoir grossir et donc bah, finalement voilà à être le leader, alors que Nike en fait c'était le cas il y a 10 ans, il y a 20 ans. J'ai lu la biographie du fondateur de Nike, exceptionnel, vraiment je vous la recommande. Et donc à ce moment-là, c'était vraiment un game de process, d'ouvrir le plus de magasins, de vraiment travailler le branding, l'image de marque, alors que là maintenant Nike en fait on est vraiment énorme, c'est le number one. Et donc là on est sur une entreprise qui est mature et donc c'est plus du tout les mêmes enjeux, c'est plus du tout les mêmes défis, et c'est pour ces raisons là que je pense, enfin que voilà, que je m'y expose pas. Je suis en train de lire le nouveau livre de Damodaran là justement, et en fait là comme vous pouvez le voir. Là, en fait, je pense que Nike, alors excusez-moi, je pense que Nike, là, on est ici. Là, on est sur un mature stable, voire, enfin voilà, mature stable slash grosse, légèrement, parce que, encore une fois, c'est quand vous voyez des entreprises, par exemple, qui sur 10 ans, leur bénéfice net n'a pas bougé. En fait, non, leur bénéfice net s'est effondré, parce que les dernières années, on a eu une inflation. Donc, si votre business, sur le papier, gagnait 1 milliard en 2010 et gagne 1 milliard toujours en 2025, 15 ans plus tard, bah, ce même milliard, il a clairement beaucoup moins de valeur. Donc, c'est vraiment un business qui décroît. D'accord. Donc ça, faut également le prendre en compte. Les personnes n'y pensent pas automatiquement. Mais ce que je veux dire, c'est que là, voilà, là clairement, bah, effectivement, vous voyez, du Domino's Pizza, on serait plus ici. Donc vraiment, voilà, on veut vraiment faire de la croissance pour être un plus gros business, tout en finalement construisant de la profitabilité. Donc Domino's, effectivement, les marges vont augmenter et le business va augmenter. Et là, on n'a pas tellement de croissance qui peut vraiment faire du x10. Par contre, la mature stable, donc là, clairement, Nike, qu'est-ce que c'est? On l'a vu ensemble. Là, il faut défendre l'avantage compétitif. Enfin, il faut vraiment défendre le business par rapport aux compétiteurs. Et donc là, il y a vraiment dans le même temps la compétition qui s'intensifie et il y a de la disruption, d'accord. Et si je vous mets, voilà, parfait, je l'avais souligné, comme vous pouvez le voir, il a écrit tout simplement les investisseurs de croissance, d'accord, ils vont se tromper finalement en surpayant ce qu'ils pensent percevoir comme une entreprise qui est de croissance, alors qu'en fait c'est une entreprise de croissance mais qui va rentrer dans le cycle
mature. Et donc là, vous n'êtes pas bon, parce que là, vous vous basez sur la croissance passée, alors qu'en fait, vous l'achetez au moment donné où justement, il va y avoir la transition et l'entreprise va avoir beaucoup moins de croissance. Et à l'inverse, les value investors, finalement, sont en danger en balançant de l'argent dans des entreprises matures qui vont, elles, switch to déclin, d'accord. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, les business matures, stable, qui est-ce qui rentre à ce moment-là? Eh bien, c'est les activistes. Là, comme c'est marqué ici, j'espère que je ne peux pas zoomer plus, mais bon, voilà, c'est Bill Ackman, évidemment. C'est eux qui en tirent parti, puisque justement, eux, ils vont rentrer dedans pour essayer de donner un petit boost supplémentaire à l'entreprise, se faire leurs 70, 80, 100% de plus-value et sortir et aller sur un autre business, d'accord. Mais là, vous, votre risque actuellement, c'est vraiment d'acheter Nike au prix actuel en se disant, bah, super, Nike, on va avoir 15% de croissance comme dans le passé, donc je prends les multiples historiques sur les 10 dernières années, là, au prix actuel, ça donne un truc super intéressant, j'achète. Non, faites très attention, c'est possible, vous pouvez, ce scénario-là est possible, mais il y a également des chances qu'en fait, là, Nike, eh bien, s'effondre parce qu'on est en train d'entamer la phase, bon, pas déclin, hein, d'accord, on va pas commencer à parler de fin du monde, mais on est en train d'entamer la phase du moment où ça va être beaucoup plus dur, où chaque, encore une fois, pourcentage de croissance en plus, elle va être dure à gagner, d'accord. Même chose, parenthèse fermée sur Nike, à la limite, je vous propose de vous mettre sur François Rochon, donc voilà, c'est justement la personne qui a acheté du MedPace. Alors MedPace, c'est encore une fois, c'est pas énorme, hein, on parle d'un truc, en fait, il a 52 positions, et c'est pas comme Warren Buffett, hein, parce que Warren Buffett aussi, il a 40 positions, mais c'est des trucs super concentrés. Alors que là, en fait, voilà, lui, finalement, il a 52 positions, mais en fait, voilà, il n'a pas vraiment de grosses convictions, à part Warren Buffett. Justement, sa grosse conviction, c'est d'acheter Warren Buffett. Mais voilà, sinon, voilà, c'est Meta, c'est Amtech, etc. Et donc, faudrait aller où? Faudrait aller la MedPace, 2,88% de son portefeuille. Donc voilà, c'est pas non plus un truc vraiment un truc énorme. Alors MedPace, voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas trop l'entreprise. En fait, alors ça vend vite du rêve, hein, MedPace. Je vais me mettre directement ici. Bon, alors pourquoi ça vend du rêve? Je vais me mettre ici, vous allez vite comprendre. Je pense qu'il y a de plus en plus de particuliers, je pense également que vous en faites partie, qui comprennent finalement que ouais, les biotech, il faut un peu laisser ça de côté. Voilà, il y a des secteurs, il faut mieux pas s'y exposer. D'accord, voilà, le risque ne vaut pas la chandelle. Ou alors autant faire du private equity. Donc le MedPace, ça vous permet justement de vous exposer sur la croissance des biotech, tout en n'étant pas exposé au risque des biotech. C'est un petit peu quand même acheter finalement Visa, Mastercard pour être exposé finalement au secteur. Voilà, non, ça marcherait même pas. Je ne vous ai pas dit un truc très pertinent. Bon bref, vous avez compris l'idée. Donc alors voilà, MedPace en fait c'est une entreprise qui aide les biotech, les pharma et les entreprises médicales à gérer leurs essais cliniques. Voilà, aussi simple que ça. C'est ce qu'on appelle des contrats recherche organization, donc des CRO. Alors il y en a plusieurs, il n'y a pas que MedPace, il y a plein d'entreprises comme MedPace. Il se trouve que MedPace est assez bien positionné. Elle s'occupe donc de tout, de la conception des protocoles au suivi des essais jusqu'à l'analyse des résultats. C'est vraiment, ils le disent plusieurs fois, ils s'occupent de tout, la totale. Ok, donc ils travaillent surtout sur des secteurs, excusez-moi, comme l'oncologie, donc les cancers, les maladies rares et cardiovasculaires. Donc voilà la vue d'ensemble de MedPace. Donc en fait, vous dites, ok, c'est super MedPace, c'est un truc qui va me permettre de m'exposer à des pharma sans avoir le risque des fameuses 4 phases sur les pharmaceutiques où à chaque fois, à chaque phase, il faut refinancer le produit. Parfois, ça n'est pas validé par les organismes de l'État. Et donc, dans ce cas-là, votre entreprise, elle perd 90%, voire elle fait faillite. Et donc là, voilà, MedPace, ça vous permet de vous exposer à ce genre d'entreprise-là, tout en ayant, sans avoir les risques. Et donc, vous avez effectivement des marges de 15%. Vous avez effectivement une énorme croissance. On parle d'une croissance depuis 2017. On a un truc qui a augmenté de 3000%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'en fait, en l'espace finalement là ça fait combien de temps? Oui voilà, ça fait 8 ans, ça a pris 1000%. Donc c'est le fameux 10 bagger un peu plus en 8 ans. Donc c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, c'est pour ça que ça vend du rêve. Mais donc maintenant on va aller voir directement. Alors je vais mettre sur le conference call. Alors je vais essayer de plier ça en 5 minutes. Donc quand vous allez lire un rapport de MedPace, les slides, les rapports trimestriels ou les conférences call, ils vous parlent tout le temps de ce qu'ils appellent FP, donc c'est des demandes de propositions, je vais vous le montrer, de backlog et également de carnet de commandes. Alors voilà de quoi il est question. En fait,
Ah, je vous ai juste fait un truc en 3 lignes. Donc les premiers, donc voilà, une RFP, c'est vraiment une demande de proposition. C'est vraiment, c'est ce que fait une entreprise comme une biotech ou une pharma, donc le client de MadePace, d'accord? Pour chercher un prestataire capable de gérer un projet spécifique. Donc un prestataire comme MadePace. Donc concrètement, pour, MadePace, en fait, les biotech envoient donc ces fameux, voilà, demandes de proposition pour demander évidemment qui est-ce qui peut gérer cet essai, combien ça me coûte et combien de temps ça prendra. MadePace répond finalement avec une proposition détaillée, plan, budget, calendrier. Et si le client est d'accord, ça devient une commande officielle pour MadePace. Et cette commande-là, c'est ce qu'on appelle un backlog. C'est voilà ici le backlog. Le backlog, c'est tout simplement le carnet de commandes de MadePace. Il regroupe tous les projets qui ont été signés mais qui ne sont pas encore terminés. Donc je vais vous montrer pourquoi c'est super important. Donc voilà, pourquoi c'est important. C'est en fait c'est vraiment une manière de savoir combien d'argent MadePace est entre guillemets sûr de recevoir dans le futur. Par exemple, si un essai, en fait c'est un peu comme des créances clients. Donc comme je l'ai écrit, par exemple, si un essai est payé sur 3 ans et rapporte 10 millions de dollars, MedPace va enregistrer que 3 millions par an comme revenu. Les 7 millions restants restent dans le backlog. Et donc, année N, l'année 2, finalement, le backlog va baisser de 3 millions et il va y avoir 3 millions de plus, finalement, en revenus, tout simplement. Alors, c'est pour ça que ce qui est super intéressant, enfin, ce qui est super important, c'est le net book to bill. Donc, ça, c'est le ratio qui mesure si MedPace renouvelle assez vite son carnet de commandes, donc le backlog, par rapport à ce qu'elle facture au client. Donc par exemple, si le ratio est supérieur à 1, enfin c'est tout simplement la valeur des nouvelles commandes signées divisée par le chiffre d'affaires réalisé. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, s'il y a le ratio qui est supérieur à 1, ça veut dire que MadePace signe plus de nouveaux contrats, d'accord, qu'elle n'en facture. Ok, donc ça veut dire que c'est cool, elle alimente son backlog et donc il y a de plus en plus de croissance. Si c'est inférieur à 1, ça veut dire qu'elle consomme son backlog plus vite qu'elle ne renouvelle. Là, ça devient vraiment préoccupant. Et donc un exemple concret, c'est le Q3 2024, donc le dernier quarter. Le ratio était de 1. Ça veut dire que MadePace a signé exactement le même montant en nouvelles commandes que ce qu'elle a facturé. Donc en fait, elle maintient son carnet de commandes, mais elle ne le fait pas grossir. Et donc c'est pour une boîte comme MadePace qui est vraiment qui nous vend de la croissance, c'est vraiment pas bon du tout. Donc comme vous pouvez le voir, là on a vraiment le backlog depuis le Q1 2023 qui est passé de 1,28. Ça veut dire qu'on facture et on augmente le carnet de commandes, en fait qui descend, et là qui est à 1. Donc en fait là, il faut vraiment pas que ça passe en négatif parce que sinon ça voudrait dire que l'entreprise elle va sur de la croissance négative. Ok, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est encore une fois voilà leur business model très rapidement en fait ils ont la totalité des revenus quasiment, c'est ce qu'ils appellent voilà, c'est les direct service revenus dans les rapports. Donc c'est des honoraires qu'ils facturent pour gérer les essais cliniques. C'est la principale source de revenus voilà de MedPace. Ensuite il y a les pass-through costs. Là ce sont des dépenses comme les paiements aux hôpitaux ou aux laboratoires qui leur sont remboursés par leurs clients. Bon, j'aurais pas dû vous mettre cette partie là sinon on va y passer trop longtemps. Là je vais vous mettre uniquement voilà les défis qu'ils rencontrent. Donc le gros problème c'est les annulations qui plombent leur carnet de commandes. Le deuxième gros problème et qui est beaucoup plus structurel, qui est plus gros selon moi, enfin plus problématique, excusez-moi, c'est beaucoup de ces annulations viennent de clients biotech financés pendant la période Covid qui maintenant n'ont plus d'argent. Donc voilà, comme ils l'ont dit, là je vous ai donc ça, ce passage-là, c'est le passage qui est précisément ici. Donc là voilà, c'est ce passage-là. Donc je vous l'ai traduit tout simplement ici. Donc voilà, je pense que le seul facteur commun est qu'il s'agit de sociétés qui ont été financées pendant la période face du Covid, qui n'ont plus d'argent. Voilà, c'est le seul élément commun selon eux de toutes les annulations là qu'ils ont actuellement, toutes les grosses annulations qu'ils ont. Et donc on parle quand même là d'un backlog qui est pas en chute libre, mais qui est, enfin aussi quand même par rapport à l'historique, il est en forte baisse depuis trois trimestres consécutifs. Et donc voilà ce qu'ils disent en fait, tout simplement là il y a carrément on a des annulations qui sont 2 fois plus importantes là voilà que finalement que la moyenne. Donc on a vraiment une vague d'annulation qui est vraiment énorme. Et si je me mets sur les slides là du dernier quarter pour aller voir à peu près le portefeuille. Alors, donc comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un client de small biopharma. Donc c'est vraiment les entreprises qui perdent de l'argent, qui ont des idées révolutionnaires et donc qui se font financer. Et donc en fait, MedPace est vraiment très corrélé au marché des capitaux. Mais alors vraiment super corrélé parce
parce que les larges pharma, finalement, en fait, c'est que 4%. Et sinon, les mid, voilà, les tailles moyennes, c'est que 17%. Et on a également quand même une belle concentration avec le top 10 qui représente 22, enfin le top 5, 22%. Et finalement, voilà, le reste, c'est 71%. Le reste, mais on a quand même un gros top 5, quoi. Bien concentré, excusez-moi, sur le top 5. Et finalement, c'est pour ces raisons que le management a annoncé ne pas faire de rachat d'actions au prix actuel. Ok, le management, voilà, n'est pas suffisamment confiant pour faire des rachats d'actions. Alors encore une fois, la conclusion, c'est que c'est quand même une très belle entreprise et sur laquelle je n'irai pas m'exposer, puisque oui, MedPace a vraiment un avantage. Là, par exemple, je vous ai pas tout détaillé, mais ils ont un excellent, ce qu'on appelle ils ont un très faible turnover, c'est-à-dire que les équipes de médecins, etc., chez MedPace, voilà, restent là chez MedPace, donc ils n'ont pas à former un nouveau staff en permanence. Donc là-dessus, ils ont un avantage. C'est une très belle entreprise, d'accord. Je pense que vous le voyez, mais c'est vrai que je pense que la croissance passée est encore une fois venue du fait que MedPace était parfaitement positionné dans un environnement de marché qui était parfait. C'est-à-dire que les taux à zéro pour les pharma qui perdent de l'argent, vous ne pouvez pas rêver de mieux. Tout le monde veut vous prêter de l'argent. Les taux sont à zéro. Donc tout le monde investit de l'argent comme ça dans les biopharma, etc., etc. Là en plus, Trump, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis qu'il y a l'élection, tout ce qui va être Pfizer, etc., c'est pas trop à la mode, si je peux dire ça comme ça. On a une belle baisse, parce qu'ils vont faire un peu de ménage dans le secteur de la santé aux US. Donc voilà, très belle boîte. Je ferai une analyse beaucoup plus complète si jamais ça baisse. Alors la volatilité est énorme, c'est-à-dire que je suis plus optimiste que pessimiste sur l'entreprise, mais pas suffisamment de conviction, etc. pour rentrer dessus. Alors, et je devrais surtout dire au prix actuel, puisqu'on l'a vu ensemble, là depuis le Q1 2023, on a le backlog qui chute, et depuis vraiment le Q1 2024, donc sur les 3 derniers trimestres, on a vraiment une chute libre du backlog, et là on est sur les 1. Donc si jamais on passe en négatif, si on passe à 0, quelque chose, là je peux vous dire que du MedPace, les amis, vous allez pouvoir vous régaler, parce que on va en avoir pour pas cher. En fait, voilà, regardez, effectivement, si jamais on a, alors ça fait n'importe quoi. Voilà, c'est ici. Si jamais, comme vous pouvez le voir, là on a effectivement, on était sur les 1,28, on a légèrement diminué jusqu'au Q1 2024, et là on a une accélération, on est passé de 1,20 à 1,04 et à 1,00. Donc si on passe en négatif, ça voudrait dire qu'ils encaissent plus que ce qu'ils facturent, et ça, ce n'est vraiment pas ce que l'on veut comme une boîte, pour une boîte, excusez-moi, comme MedPace. Donc vous savez où regarder et quoi regarder pour le prochain quarter, les backlogs, les amis. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais me mettre directement sur. Alors ouais, ça, le temps passe tellement vite à chaque fois. Je pourrais me mettre sur si Monish Pabrai, c'était très intéressant, très intéressant. Donc Monish Pabrai, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il avait fait un all-in sur Arch. Enfin, il a mis 16% de son portefeuille dessus. Et là, le Q3, il a vendu totalement Arch Ressources. Alors pourquoi? En fait, c'est parce que, regardez, il a vendu du Arch Ressources, il a renforcé du Consol Energy. C'est parce que Consol Energy a annoncé faire une acquisition et racheter directement, là plutôt une fusion de Arch Ressources. Donc c'est pour ça qu'il a vendu son Arch Ressources, puisque en fait maintenant, là il va avoir du Consol avec, encore une fois, dans le prix de Consol, il va y avoir du Arch Ressources. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais vous avez compris. J'aurais pu vous faire ça un peu plus simplement. Alors je vais me mettre directement sur ok, c'est bon, j'y suis. On parle d'une entreprise qui a pris 3000% en 4 ans. Donc là, on parle d'un truc qui est pas mal quand même. Là, on peut dire que ça délivre de la performance. Et surtout, on parle d'une énorme entreprise donc minière aux États-Unis qui exploite ce qu'ils appellent le PAMC. C'est le Pennsylvania Mining Complex. Donc c'est une mine de charbon qui est aux États-Unis. La Consol Energy, c'est une entreprise qui a plus de 150 ans et qui va donc fusionner avec Arch Ressources, et ça va être je sais plus, c'est Corn Ressources Naturelles quelque chose, le nouveau nom qu'ils vont avoir. Alors donc ce qui est bien sur cette entreprise, alors là le problème c'est que la vidéo fait déjà 36 minutes, il faudrait que j'y passe en fait 1 heure sur cette entreprise. Je ferai une vidéo dessus, mais bon là c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais pas tant que ça. Si on prend vraiment, si je me mets sur GuruFocus, voilà, vous voyez, GuruFocus, les mecs sont quand même assez optimistes, quoi, avec la fusion là qui va y avoir. Alors en fait, ce qu'il faut retenir,
c'est que l'avantage de cette entreprise, c'est qu'on a d'une part donc 30 millions de tonnes de charbon qui est produit chaque année. On a aussi une partie métallurgie et on a surtout toute une partie en fait ils ont une flotte maritime qui part de Baltimore et qui justement a la capacité de livrer 30 millions de tonnes également par an. Donc en fait, ce qu'ils exploitent, ils ont la capacité en interne de le livrer également aux clients. Notamment là, ils se concentrent sur l'Inde, sur l'Asie. Donc ils exploitent leur mine de charbon, d'accord. Ils exploitent le charbon et ensuite c'est eux qui font la livraison avec leur propre bateau, avec la totalité. Donc ils sont super bien là-dessus. Et en plus de ça, pour vous donner une idée, ils ont réussi à passer leur coût de production par tonne de charbon, elle est passée de 38 dollars à 34, quelque chose là sur le dernier quarter. Donc c'est exceptionnel. Leur capacité de production augmente et le coût de production baisse. Donc c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà pour Consol Energy. Donc voilà, comment dire, lui, Monish Pabrai, il a vraiment une énorme conviction dessus. C'est vraiment quelque chose qui délivre comme ça de la perf, donc c'est vraiment top. Alors c'est pareil, on ne se rend pas compte, mais par exemple, vous voyez de là à là, on parle d'une augmentation de 134%. Si ça vous intéresse, allez voir la chaîne YouTube de Monish Pabrai. Il a fait pas mal d'interventions dans différentes universités, etc. Et il parle souvent effectivement du charbon. Là, voilà, celle-là, c'était vraiment comment dire. Là, quand c'était où oui, voilà, coal. Donc ça, c'est la traduction de charbon. Hein. Donc là-dessus, il faisait tout un speech sur finalement pourquoi investir dans les entreprises qui possèdent des mines de charbon, etc. Donc voilà, de ce côté-là, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus parce que là, c'est encore une fois, j'ai toujours ce problème de temps sur YouTube. Les vidéos, faut pas qu'elles durent 2 heures. Et le problème, c'est qu'étant donné que je fais pas des vidéos de 5 minutes en regardant bêtement des comptes de résultats, bah, à chaque fois, mes vidéos durent 40 minutes. Donc là-dessus, il faudra que je trouve quelque chose pour raccourcir peut-être. Bon, enfin bref, je vais me mettre directement sur excusez-moi, à la limite, sur Valley Forge. Ça peut être intéressant parce que lui, donc c'était ASML. Donc, vous savez, ça, c'est vraiment un investisseur, lui, c'est la définition d'un investisseur quality, c'est ce mec-là. C'est vraiment Dave, lui, c'est le quality par excellence. Il a que des boîtes. Voilà, Fair Isaac, S&P Global, Mastercard, Moody, Intuit, Visa, ASML. Et justement, là, il a ajouté du ASML. Maintenant, ça représente donc voilà 2,33% de son portefeuille. Alors, ASML, nous, on a fait une énorme analyse de 2 heures avec Paul pour tous les membres de toutes les personnes qu'on accompagne là-dessus. Et en fait, la conclusion sur ASML, donc déjà, premièrement, plus on rentre dans le business, plus vous apprenez, plus vous intéressez à ASML, plus en fait vous comprenez qu'ils n'ont pas juste un mot. En fait, ils ont 10 ans d'avance en fait sur tout le reste. C'est exceptionnel. C'est vraiment en fait rien que de par leur logiciel, donc ils ont en interne pour leur machine, etc. En fait, ils ont d'une part donc 10 ans d'avance et ils creusent l'écart chaque année. Chaque année, ils gagnent du terrain, mais encore une fois, là, les derniers quarters, bah, vous voyez, c'est un peu comme MedPace, l'équivalent des backlogs sur ASML, donc les carnets de commandes des TSM, d'Intel, etc. qui commandent donc des machines à ASML sont en diminution, d'accord. Il y a de moins en moins de commandes et en fait vous avez beau être la meilleure entreprise du monde, avoir le meilleur mode du monde, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de demande. Si on n'a pas besoin de vos machines, si pendant 2 ans on n'a pas besoin des machines, il n'y a pas de commande de machines, il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est aussi simple que ça. Donc également, moi, SML, je trouve que le prix actuel est toujours un petit peu cher, compte tenu voilà, de l'incertitude sur les 2 années qui vont venir, et également compte tenu de la valorisation, tout simplement. Donc voilà, la conclusion très rapidement sur SML, moi je l'attendais plutôt sur les 550 pour que ça commence à être intéressant. Mais alors, dans tous les cas, en fait, c'est le genre d'entreprise qui, si jamais vous l'achetez au prix actuel et que effectivement le prochain quarter, les commandes ne se reprennent pas, oui, ça va baisser. Mais en fait, ça va, comment dire, en fait, la valeur intrinsèque de l'entreprise, elle augmente tellement vite que même si vous l'achetez en ce moment donc un petit peu trop cher, il va vous falloir simplement en fait attendre peut-être voilà tout simplement 1 an ou 2 ans ou même 3 ans au pire du pire pour que la valeur intrinsèque finalement du business réaugmente suffisamment pour que votre prix d'achat aujourd'hui soit à la fair value, d'accord. Voilà, alors qu'il y a des business justement, vous pouvez vous poser la question, est-ce que la valeur intrinsèque de l'entreprise va augmenter. Et donc ça c'est vraiment voilà, c'est le value trap. Vous achetez une entreprise à 100 qui est valorisée à 100, vous revenez 3 ans plus tard, en fait l'entreprise elle a détruit la valeur, elle vaut plus que 70. Donc là vous êtes comme un con à avoir une moins-value de 30% et avoir surtout une entreprise qui a perdu 30% de sa valeur. Ce n'est pas le cas sur SML, d'accord.
d'accord. Mais bon, voilà, personnellement, je vais quand même attendre du 550, voilà, quelque chose dans le genre. Parce que c'est vrai que c'est quand même également hyper cyclique. Mais encore une fois, voilà, c'est une super bonne entreprise. Pour toutes les personnes qui sont dessus, voilà, il ne faut pas du tout paniquer. Mais voilà, je pense que c'était assez synthétique comme avis dessus. Alors si, ça va être super intéressant. Je vais me mettre sur Pat Dorsey. Donc c'est un investisseur très, très bon. Il a 1 milliard, donc un portefeuille voilà, de 900 millions réparti sur 12 entreprises, donc assez concentré. Et là, il a acheté cette entreprise-là qui s'appelle Applovin, je pense, et il a mis 10%. Donc c'est une énorme conviction. 10% de son portefeuille dessus, c'est sa plus grosse position. Et quand on va voir l'entreprise, eh bien, on est sur un truc, encore une fois, voilà, qui en un an a pris, non, en 2 ans, ouais, en un peu moins de 2 ans, on a pris 3000%. Et donc là, il l'a acheté sur ce quarter. Donc là, rien que sur le quarter, ça a pris 83%. C'est dingue. C'est vraiment ouf comme boîte. Alors, leur business model, c'est en fait, ils ont une plateforme qui, quand vous êtes une application, vous vous adressez à Applovin pour finalement mettre de la pub. D'après ce que j'ai compris, c'est vraiment là-dessus. Donc, c'est un truc, normalement, des marges qui vont vraiment exploser. Et en fait, on est au tout début, quoi. Mais le problème, c'est qu'on est au tout début avec une market cap de déjà 100 milliards. Donc bon, là-dessus, c'est un petit peu. Il faudrait vraiment en fait regarder l'entreprise un peu plus dans les détails, voir là où elle pourrait gratter des parts de marché. Mais c'est vrai que là, bon voilà, 97 milliards. Mais bon, après, si c'est le futur. Si c'est le futur méta, on peut encore faire du x10 à partir du prix actuel, quoi. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est toujours marrant de voir des investisseurs mettre clairement 10% d'un portefeuille d'1 milliard sur les plus historiques. C'est parce qu'encore une fois, quand vous investissez pour du long terme et quand quand vous êtes investisseur de long terme, vous ne regardez pas le prix en bourse, vous regardez uniquement le business, les perspectives du business dans le futur. Et là, clairement, sa thèse, c'est qu'à 97 milliards, compte tenu de ce que le business va délivrer dans les prochaines années, c'est super intéressant de l'acheter. Ou alors, ou pas, hein, ça se trouve, le mec, il est en full momentum, il a mis 100%, il a mis 10%. Et finalement, dans 3 semaines, il va sortir et au Q4, on va voir une vente de toutes ces actions. Donc voilà, ça va être intéressant à suivre. En tout cas, voilà, petite idée d'entreprise à aller analyser. Ça peut être sympa de creuser parce que quand même, c'est un truc, c'est énorme, hein. Là, rien que depuis août, ça a pris 400% depuis août, quoi. Personne n'en parle. Donc voilà, assez intéressant. Alors effectivement, sinon, il y a Michael Burry qui a doublé sa position sur la Chine, hein, globalement, sur JD.com et sur également sur Baidu. Il a bien augmenté sa position. Il y a également David Taper, pour ceux qui avaient suivi ma vidéo sur la Chine à l'époque, sur leur plan d'action. Donc lui, il a bien renforcé David Taper là du PDD. Et il a globalement, il a combien? Voilà, il a encore 15% de son portefeuille sur Alibaba qui n'a pas renforcé et il a 10% sur PDD, sur lequel il a bien renforcé. Sinon, il a réduit pas mal de Microsoft, d'Amazon, d'Alphabet. Mais alors, lui, c'est un trader, hein, c'est vraiment un trader. Donc il fait pas mal d'allers-retours très court terme. Mais bon, je vous dis, il a une performance, il surperforme Warren Buffett depuis 20 ou 30 ans, ce mec-là. Donc c'est incroyable. Et puis voilà, s'il y a Lilou, mais qui n'a rien fait à part vendre du Apple. Donc écoutez, je vais conclure la vidéo là-dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de move considérable à part du Warren Buffett qui continue à vendre ses actions Apple. De manière plus générale, là, c'est vrai que ça m'a redonné envie d'approfondir Domino's Pizza, personnellement. Pareil pour la minière de Monish Pabrai, là avec l'acquisition. Alors le problème, c'est que là en fait évidemment le prix actuel prend en compte l'acquisition qui a été validée. Donc c'est toujours un petit peu dommage. Sachant que lui il l'a acheté évidemment bien plus bas. Et puis sur Nike, voilà, après je vous ai donné un petit peu ma thèse sur toutes ces entreprises. Donc j'espère que vous avez bien aimé. Ça a quand même duré 45 minutes. Moi de mon côté, je vous dis là, ces entreprises-là, watchlist évidemment, et puis si jamais ça baisse, je serai le premier à aller approfondir et vous faire une belle vidéo dessus. Je vais également, comme je vous avais dit là précédemment, reprendre les lives. Ça va être un format qui va être beaucoup plus simple pour moi de développer une entreprise en particulière sans avoir entre guillemets cette limitation d'une vidéo. Et puis enfin, pour terminer, n'oubliez pas que vous avez mon school qui est encore une fois totalement gratuit, sur lequel vous retrouvez mes formations gratuites. Encore une fois, c'est gratuit, donc vous avez l'accès à la communauté avec par exemple une énorme formation sur les options, toutes les stratégies, etc. Une formation d'1 heure. Pareil sur les ratios financiers, RE, ROA, ROIC, etc. Le retour sur les assets, toutes ces choses-là. Pareil sur les dividendes. Donc je pense que c'est pas mal. Vous avez le lien en description et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci, c'était Léopold.